Qu'est-ce que ça donne des photos d'Urbex avec un Hasselblad argentique? Est-ce que ça vaut le coup de porter 2 kg de matériel en plus de mon réflexe? C'est la question que je me suis posée un matin de début d'hiver, à l'occasion d'une sortie dans des vieux bâtiments abandonnés depuis 30 ans. Sans faire une review technique complète où on se ferait turbo chier, je vais vous montrer ce que ça donne de faire des photos presque comme en 1971. Nous arrivons sur place avec les premières lueurs du jour. Tout est calme, et le temps que nous prenions nos marques, le soleil se lève. Durant quelques minutes, il nous offre de magnifiques couleurs. Un spectacle éphémère qui à lui seul justifie le réveil. D'habitude, j'en profite plutôt à la fin d'une nuit à photographier dehors, quand il est temps de rentrer dormir. À une époque, les portes et fenêtres ont été condamnées, puis au fil des années, de nombreuses ouvertures ont été pratiquées. Comme souvent, en Allemagne de l'Est, il ne reste que très peu de meubles. Dans ma vidéo sur la ville fantôme, j'ai dit que les meubles étaient repartis en Russie. Mais est-ce vraiment le cas? Ont-ils été en réalité récupérés par la population locale ou vendus? J'étais pas là, je sais pas. Et c'est sûrement au cas par cas. Il doit juste quand même falloir une sacrée logistique pour vider une telle quantité de pièces. Bref, il est possible que la plupart de ces bâtiments soient vides. Mais nous voulons en avoir le cœur net. Alors après la pause café, méthodiquement, un couloir après l'autre, bâtiment après bâtiment, nous cherchons des vestiges intéressants, témoins de l'ère soviétique. Il y a toujours une surprise cachée quelque part. Au détour d'une porte, par exemple, cette photo d'un missile, probablement armé d'une tête nucléaire, accompagné d'un texte qui en dit long. Nous pouvons être fiers, et nous sommes fiers d'avoir l'opportunité de commencer une nouvelle ère de l'histoire du monde avec l'aide de l'État soviétique. C'est étrange de se dire qu'il y a à peine une trentaine d'années, quelqu'un avait accroché ça dans son bureau. Sur certains murs, la peinture se craquelle. Ailleurs, le papier peint tombe, et révèle les journaux d'avant la chute de l'URSS. 1987. Les États-Unis renforcent leur présence navale dans le golfe Persique. Le port de Bahreïn endommagé par une attaque de missiles. Mai 1987, un bélier à l'inscription Watergate éjecte un résident de la Maison Blanche, suivi d'un taureau à l'inscription Iran. Après cette séance d'archéologie, je me mets en quête d'un sujet pour sortir le Hasselblad. Le soleil brille pour de bon, et nous nous dirigeons vers un des bâtiments les plus grands, qui a en partie brûlé il y a des années. Avant de monter dans les étages, dans ce genre d'endroit, je m'assure toujours de l'apparence du plafond depuis le rez-de-chaussée. Sans garantie totale, ça donne quand même une première idée des zones à éviter. Les pièces latérales sont pour beaucoup inaccessibles. Les poutres calcinées témoignent de l'incendie. Dans la partie centrale, proche de l'escalier, le plafond me semble encore tout à fait solide. Alors prudemment, je monte pour jeter un œil. Ma curiosité est récompensée par une salle où je n'aimerais pas me tenir s'il y avait du vent. Je n'ai pas pu déterminer la date de l'incendie, mais sur des images satellites d'archives, le bâtiment était déjà dans cet état en l'an 2000, ce qui veut dire que ces poutres résistent aux éléments depuis plus de 20 ans, et ça, c'est impressionnant. Et je me demande combien de temps elles vont encore tenir. Ce décor étonnant est parfait pour sortir l'appareil argentique de mon sac. Pour les gens que ça intéresse, il s'agit d'un Hasselblad 500 ELM, avec un objectif 50 mm f4, comme on aurait pu l'utiliser en 1971. J'ai un peu de mal à gérer l'énorme contraste entre le ciel et le sol. Je préfère la version numérique, qui est prise avec un plus grand angle. Ce modèle est un petit peu embarrassant à utiliser, parce qu'il est équipé d'un moteur pour avancer la pellicule, et je suis obligé de connecter une boîte avec des piles rechargeables pour l'alimenter. C'est une contrainte qui n'a aucun avantage dans mon cas. Pour la NASA, c'était un petit peu plus utile. En effet, un modèle similaire avec quelques modifications a été utilisé dans certaines missions spatiales Apollo, entre 1968 et 1972. En descendant l'escalier, je prends 2 photos de plus. Cette image de la fenêtre est sûrement ma favorite du jour. À chaque photo, il faut prendre son temps pour éviter de gaspiller de la pellicule. C'est un rituel en quelque sorte et c'est très satisfaisant. Quand je déclenche, j'ai hâte de découvrir le résultat. En voulant effectuer certaines photos, mon manteau s'est raccroché sur la commande de position du miroir. Et sans que je comprenne trop comment, la pellicule a visiblement avancé pendant que la photo se prenait. Ce qui a provoqué un résultat pour le coup artistique. Sur le moment, je me suis rendu compte que quelque chose n'allait pas, mais il m'a fallu un moment pour comprendre le problème. Ces clichés seront donc proposés à la vente en tirage, à des tarifs encore non déterminés, car leur essence artistique, due au hasard, est tout bonnement exceptionnelle.
promettant un renouveau dans l'art en général. Oh, je digresse. C'est le moment de répondre à la question posée plus tôt, alors que nous nous dirigeons vers le bâtiment suivant, qui est le plus intéressant à mon avis. On y trouve une laverie, dans laquelle les machines rouillent dans la poussière. La lumière est belle, et il reste quelques prises disponibles sur la pellicule. Le fait est que dans mon cas, la plupart du temps ça n'a pas de sens de sortir ce Hasselblad quand je vais faire de l'exploration. Quoi qu'il arrive, mon appareil numérique est de la partie, et il m'offre un niveau de flexibilité supérieur, aussi bien à la prise de vue qu'au post-traitement. Pour utiliser mes photos argentiques, je dois les scanner, et les fichiers que j'obtiens ne sont pas aussi manipulables qu'une image RAW sortie de mon D810, qui est une grosse bête à ce niveau-là. Je n'ai pas beaucoup d'expérience avec la couleur en argentique, et j'imagine que ça n'aide pas à obtenir de grands résultats, même si j'ai fait des photos qui me plaisent beaucoup avec cet appareil par le passé. Il faudrait que je travaille directement sur des tirages papier à partir du négatif pour que ça soit réellement valable. Mais c'est un investissement conséquent en temps et en logistique. Ceci dit, je ressens de la satisfaction à chaque fois que je sors le Hasselblad du placard. C'est agréable de manipuler un outil de cette qualité. Oui, ça force à prendre son temps, c'est lourd, mais on ressent la qualité de conception. Et en fin de compte, ça fonctionne. C'est un peu comme si vous aviez une voiture récente et banale pour la plupart de vos déplacements, et une vieille décapotable de collection à sortir de temps en temps le dimanche quand il fait beau. Vous pouvez vivre sans, franchement, on n'en a pas besoin. La technologie a largement évolué en efficacité, mais c'est le gros kiff. Et puis les photos sont réellement présentes physiquement dans vos mains, c'est un peu magique, le rendu est particulier. Je comprends pourquoi certains photographes utilisent principalement ce support. Je suis d'ailleurs curieux de discuter de ça avec vous dans les commentaires. N'hésitez pas à partager votre avis et votre expérience, je vous répondrai. Peut-être que ça serait intéressant de tester la photo de nuit avec cet appareil. Je garde l'idée dans un coin de la tête et on verra ce que ça donne. Pour cette fois, j'ai faim et puis il est temps de remballer. Abonnez-vous pour suivre les prochaines aventures et d'ici là, restez curieux!